De retour sur Africa 24, poursuite des débats dans le cadre de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Africa 24 vous fait suivre les interventions des différents chefs d'État en direct de New York. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de m'adresser à cette auguste Assemblée pour la première fois depuis mon élection en qualité de président de l'Union des Comores, et pour cela très reconnaissant envers le peuple comorien qui m'a ainsi permis de m'adresser au monde en son nom. Je voudrais du haut de cette tribune féliciter le peuple comorien qui a su tourner la page de l'instabilité politique, des discordes inutiles pour se tourner vers un réel développement au profit des générations futures et à venir. Je suis en effet le 4e président à accéder à la magistrature suprême de l'Union des Comores, et cela depuis bientôt 20 ans, par des élections libres, démocratiques et transparentes, dont les résultats ont été reconnus par la communauté internationale. Mon pays vient ainsi de vivre une 3e alternance politique, pacifique, au sommet de l'État, qui a vu une opposition remplacer le pouvoir légitime en place à l'issue d'un scrutin électoral apaisé. Je saisis cette opportunité pour remercier la communauté internationale et tous les partenaires de l'Union des Comores, en particulier le système des Nations Unies, pour avoir toujours été à nos côtés. J'espère que leur accompagnement post-électoral nous permettra de consolider la stabilité politique et de préserver les acquis de la démocratie et de l'état de droit pour réussir le développement économique et social du pays et le bien-être du peuple comorien. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Pete Somton, pour son élection à la présidence de cette 71e session de notre prestigieuse Assemblée nationale. Monsieur le Président, je suis convaincu que votre expérience éprouvée des questions internationales, conjuguée à vos brillantes qualités personnelles des travaux de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne saurais omettre d'adresser mes compliments à votre prédécesseur pour avoir brillamment présidé la 70e session des Nations unies. Qu'il me soit aussi permis également de saluer l'action du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, et alors qu'il s'apprête à quitter bientôt ses fonctions, au terme de sa mission qu'il a assumée avec talent, de m'associer à l'hommage unanime dont il fait l'objet pour son engagement dans la promotion de la paix, du développement et dans la lutte contre le changement climatique. Le peuple et le gouvernement comorien lui sont particulièrement reconnaissant de l'intérêt qu'il a toujours accordé à l'évolution de l'Union des Comores, en particulier l'attention toute particulière qu'il a portée au dernier processus électoral qui a contribué à son bon déroulement et aboutir à des résultats acceptés par tous. Permettez-moi enfin de saluer les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune
pour la pertinence de leur discours et en particulier Son Excellence, Monsieur le Président Barack Obama, qui achève bientôt son second mandat, à qui je tiens à dire qu'il symbolise à merveille l'Amérique. L'Amérique de la tolérance, l'Amérique de la générosité, respectueuse des valeurs universelles de la liberté et du droit, l'Amérique que tout le monde souhaite. Monsieur le Président, le débat général de cette 71e session est placé sous le thème « Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde ». Il cadre parfaitement avec la décision prise il y a 15 ans par les dirigeants du monde sur un ensemble d'objectifs mondiaux, les objectifs millénaires pour le développement. Il nous permettra de relever les progrès considérables enregistrés dans les années qui ont suivi, notamment la diminution continue de la pauvreté à travers le monde, le nombre de plus en plus croissant d'enfants scolarisés, la diminution de façon spectaculaire des décès d'enfants, l'élargissement de l'accès à l'eau potable et les efforts réalisés en faveur de la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, qui ont permis de sauver des millions de vies. En effet, les efforts engagés pour atteindre un monde plus prospère, plus équitable, plus libre, plus respectueux de la dignité humaine, un monde où la recherche et le maintien de la paix se poursuivent sans relâche, ont été considérables. En outre, les programmes ambitieux à long terme que nous avons mis en œuvre pour améliorer la vie des populations et protéger la planète pour les générations futures nous permettent d'envisager avec optimisme la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé et l'éducation, un habitat plus durable, le combat contre les changements climatiques et la protection des océans et des forêts. Toutefois, la question des réfugiés et des migrants qui a fait l'objet de nos échanges dès le début de cette session appelle à des réponses urgentes. Nous savons pertinemment que ce n'est ni par plaisir, ni par goût du tourisme que ces hommes et ces femmes risquent leur vie dans la traversée périlleuse des mers et des océans. Il fut plutôt les guerres, la pauvreté et le mal-vivre. Aussi, le thème de notre session, les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde, vient-il à point nommé, car il nous permet d'envisager un développement durable à même de stabiliser les populations chez elles pour ne bouger que par nécessité et en parfaite symbiose. Ainsi, il appartient à nos organisations, donc à nous tous, de prendre les mesures immédiates susceptibles d'endiguer les fléaux de la violence, résultat de l'extrémisme et du fanatisme de tous bords, qui aboutissent aux actes odieux et barbares que le monde entier en général, et notamment l'Afrique, est en train de vivre. Le terrorisme qui n'a pas de frontières. Les terroristes ne sont ni musulmans, ni juifs, ni catholiques, ni animistes. Ils n'appartiennent à aucune religion, à aucune civilisation. Ce ne sont que des barbares. Voilà pourquoi mon pays, l'Union des Comores, reste disponible pour appuyer et accompagner toute mesure allant dans le sens de la lutte contre ce fléau du terrorisme. Monsieur le Président, il est très urgent que notre organisation, c'est-à-dire nous tous, trouvons enfin une solution définitive, juste et durable au conflit israélo-arabe sur la base de 2 États et ce, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Rien ne peut justifier ce silence face au drame de ce conflit, avec son lot de victimes entretenues par les extrémismes de tous bords et par notre inertie coupable. Rien ne peut justifier l'arrogance de ceux qui, à cette même tribune, viennent défier le monde auquel ils s'adressent et narguer notre organisation commune qui a pourtant reconnu leur État depuis près de 70 ans. Cette même organisation qui nous offre à tous le cadre pour exprimer la souveraineté de nos propres États, contribuer à la marche du monde et rechercher pacifiquement des solutions aux problèmes qui l'assaillent. Je voudrais pour ma part renouveler la confiance
du peuple comorien, en l'ONU, l'organisation qui a reconnu sa souveraineté et son indépendance, et grâce à qui il est représenté ici depuis 41 ans. Je reste ainsi persuadé qu'une solution au problème de la souveraineté du peuple palestinien et la résolution de ce vieux conflit de 70 ans sera un catalyseur pour le règlement des autres conflits dans cette région du Proche et Moyen-Orient. Mesdames et Messieurs, permettez-moi à ce stade de mon intervention d'attirer respectueusement l'attention de notre Assemblée sur la nécessité de faire la différence entre les migrants et le déplacement des populations sur leur propre territoire. Dans mon pays, l'Union des Comores, dont la souveraineté a été reconnue ici même depuis 1975, sur les 4 îles qui le composent, comme dans les autres pays, des mouvements successifs nécessaires de la population qui s'effectuent à l'intérieur des îles et entre les îles, y compris l'île de Mayotte, malheureusement encore sous administration française. Ces déplacements pour visiter la famille, assister à un mariage, à l'enterrement d'un proche ou pour toute autre raison, se transforment hélas en drame au quotidien et causent chaque année, chaque mois, des centaines de morts parmi nos concitoyens dans le bras de mer entre les 3 îles et Mayotte, dans l'indifférence de la communauté internationale. Ainsi, Mesdames et Messieurs, la question de l'île comorienne de Mayotte, bien connue de cette Assemblée, qui lui a consacré pas moins de 15 résolutions depuis 1977, reste malheureusement toujours d'actualité. Nous espérons qu'avec votre soutien multiforme, une solution viable sera trouvée en parfaite harmonie entre les Comores et la France, 2 pays qui ont un contentieux, mais pourtant 2 pays restés amis et partenaires de longue date. Je suis convaincu que le dialogue que j'ai initié avec le président Chirac en 2005, poursuivi depuis par les gouvernements comoriens et français successifs, aboutira à une solution à ce contentieux désagréable. C'est par un dialogue franc, intelligent et respectueux des intérêts des uns et des autres, et surtout conforme au droit international, que nous parviendrons à épargner aux jeunes générations de Français, Comoriens et de Franco-Comoriens à une situation sans issue et les préserver ainsi de la radicalisation, de l'extrémisme qui mine et déstabilise de nombreuses régions du monde. Monsieur le Président, les Nations Unies aujourd'hui constituent le seul endroit où les peuples du monde peuvent envisager un avenir commun de paix et de prospérité partagée. Sont également l'objet d'une immense attente, celle d'une institution qui assurerait la régulation du système international. Or, notre organisation est de plus en plus ressentie comme inefficace sur la question de la défense des droits des plus démunis par rapport aux plus puissants. Aussi, l'Union des Comores est-elle en faveur d'une ample réforme de l'ONU que bon nombre de pays appellent de leur vœu, notamment pour permettre enfin à l'Afrique, plus spécifiquement, de disposer d'un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. Nous pensons que le respect du droit international, de la souveraineté des États et de l'intégrité de leur territoire contribueront à plus de paix et de prospérité dans le monde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'autres obstacles restent à surmonter pour réussir le développement durable. Nous devons pour cela éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre de notre agenda dans les 15 prochaines années. Pays insulaire en développement, l'Union des Comores veut faire du secteur privé et de la société civile, en collaboration avec l'administration, les moteurs de cette bataille, afin de transformer la croissance économique réelle en Afrique, notamment en perspective d'emploi décent pour les jeunes, en amélioration des services, en développement de l'agriculture
et en réduction des inégalités en termes de revenus, de genre et de milieu de résidence afin de faire face avec des chances de succès aux problèmes émergents du changement climatique. Je voudrais terminer par une note optimiste. Et en revenant sur le thème des objectifs de développement durable, rendre hommage au président de la République française, Son Excellence, M. François Hollande, et le féliciter pour la réussite de la COP 21. Son engagement et sa capacité de mobilisation ont permis la signature progressive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mon pays a signé l'accord et le soumettra pour ratification à la session parlementaire le mois d'octobre prochain. Par la même occasion, je souhaite bonne chance à Sa Majesté le roi Mohamed V, dont le beau pays, le Maroc, accueillera en 2017 à Marrakech la COP 22. Avec la permission de Sa Majesté, mon frère, le roi Mohamed VI, je vous invite tous à venir nombreux au Maroc à cette occasion dans ce grand pays qui a amplement mérité d'abriter la COP 22. La réussite de ce sommet de la COP contribue à réduire l'insécurité, facteur de déstabilisation de nombreuses régions de par le monde, particulièrement en Afrique, dont les populations ont le plus recours aux migrations qui préoccupent le monde et auxquelles nous avons consacré la première journée de la présente session. En effet, le succès de la COP est un gage d'amélioration de la vie quotidienne, ainsi qu'une contribution concrète à la prospérité commune et au bien-être des populations. Je vous remercie. On behalf of the General... Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de l'Union des Comores de son allocution. Puis-je vous demander de rester assis pendant que nous prenons congé du président. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, merci. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser de chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour votre élection à la présidence de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et pour la manière remarquable, Monsieur le Président, dont vous dirigez les travaux. Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre coopération totale pour un plein succès de nos travaux. Je voudrais également reconnaître et saluer l'excellent travail abattu par votre prédécesseur, Lichthof Mogens, du Royaume du Danemark, à la tête de notre 70e session d'Assemblée générale. Comment ne pas rendre un hommage appuyé à notre secrétaire général, M. Ban Ki-moon, au moment où il s'apprête à passer le relais, après 10 années entièrement dédiées à la cause de l'humanité. L'histoire retiendra, M. le secrétaire général, au-delà des efforts que vous avez déployés pour la résolution de nombreux conflits à travers le monde, votre implication personnelle au succès des sommets consacrés respectivement à l'accord de Paris sur le climat et à l'action humanitaire. De façon plus particulière, Monsieur le Secrétaire général, je tiens ici et maintenant à vous remercier pour votre soutien ferme au peuple malien et pour les louables efforts déployés en faveur de la paix dans mon pays et dans la région du Sahel. Monsieur le Président, la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non du progrès et du développement que nous ambitionnons pour les peuples des Nations Unies, que nous avons l'honneur de représenter ici. Dans le cas du Mali, il y a un an, devant cette Assemblée générale, je vous présentais l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé à Bamako
entre les gouvernements du Mali et les mouvements armés du Nord. Aujourd'hui, 15 mois après, je puis, du haut de cette tribune, vous assurer que les hostilités ont effectivement cessé entre le gouvernement du Mali et les mouvements signataires. À ce jour, il est établi que des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Ces efforts qui illustrent de façon éloquente la volonté de mon gouvernement d'honorer ses engagements ont permis des avancées tangibles dans tous les domaines. Régulièrement, à l'occasion de la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali, le gouvernement du Mali a tenu à informer le Conseil de sécurité sur ces avancées dans l'exécution du plan d'action de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Parmi les initiatives et actions entreprises par mon gouvernement, je voudrais particulièrement mettre en œuvre, en exergue, celles relatives aux réformes politiques et institutionnelles, ainsi qu'aux questions de défense et de sécurité. C'est qu'en effet, ces questions et réformes paraissent fondamentales et conditionnent tout le reste du processus. Aussi est-il important de mentionner en matière de réformes politiques et institutionnelles des points suivants. La nomination et l'installation des gouverneurs des régions nouvelles, Taoudini et Ménaka. Pour ces deux régions, des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués ont été signées à hauteur respectivement d'1,7 million et d'1,360,000 pour la construction de l'équipement de l'administration générale. La promulgation de la loi instituant les autorités intérimaires suite à la modification du Code des collectivités territoriales. L'adoption du décret portant modalité de création, de mise en place des autorités intérimaires. Sur ce point, je voudrais rappeler que le calendrier de mise en œuvre des autorités intérimaires, élaboré par le gouvernement du Mali en coopération avec les mouvements signataires de l'accord de la paix, avait fixé leur installation au 15 juillet, dans une période du 15 juillet au 25 août 2016. Malheureusement, à cause de l'insécurité ambiante et des affrontements entre certains groupes armés, notamment à Kidal, le processus n'a pu être mené à son terme dans le délai prévu. À ce propos, je voudrais dire avec force que l'application effective de la résolution 2295 du Conseil de sécurité permettra le recouvrement progressif de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire, gage de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Monsieur le Président, sur les questions de sécurité et de défense, le gouvernement du Mali a mis en place un cadre institutionnel en matière de réforme du secteur de la sécurité, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et d'intégration. À ce titre, il a entre autres décidé la prise en charge des combattants des mouvements signataires en attendant le démarrage effectif du processus de DDR. On imagine la charge financière. La dotation du mécanisme opérationnel de coordination, MOC, en véhicule pour la constitution des premières unités de patrouille mixte. Je signale qu'en plus de ces mesures qui visent le retour définitif de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national malien, mon gouvernement a poursuivi ses actions de développement sur le terrain, là où les conditions de sécurité le permettaient, à travers la mise en œuvre de projets et programmes sectoriels. À ce sujet, il convient de souligner la mise en œuvre effective de l'accord de paix requiert pour nous la mobilisation de ressources extérieures en appoint aux efforts nationaux. À cet égard, je voudrais saluer ici les partenaires qui ont honoré leurs engagements financiers en faveur du Mali. Et je voudrais à nouveau réitérer l'appel de mon gouvernement aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils libèrent les ressources promises lors de la conférence de Paris sur la relance économique et le développement du Mali, tenue à Paris le 22 octobre 2015. Monsieur le Président, en dépit de ces efforts déployés par les partis signataires de l'accord, le processus de paix reste confronté à de sérieuses entraves liées aux activités des groupes terroristes dans les régions du Nord qui multiplient indistinctement les attaques asymétriques contre les paisibles populations civiles et les forces de défense et de sécurité maliennes, les contingents de l'aménagement et la force française Barkhane. C'est le lieu de réitérer ma reconnaissance au Conseil de sécurité pour l'adoption de la résolution 2295 en 2016, cette année, renouvelant le mandat de l'aménagement et l'autorisant, entre autres, à adopter une posture proactive, robuste, pour réussir son mandat de stabilisation au Mali. J'en appelle au renforcement des capacités opérationnelles des contingents déployés pour assurer la sécurité et la sécurité du personnel de l'aménagement et traduire dans les faits et sur le terrain les innovations qu'apporte la résolution 2295. Je voudrais aussi insister sur la nécessité d'accélérer le processus de cantonnement et de DDR aux fins d'isoler les groupes armés
non signataires de l'accord de paix, affiliés au réseau terroriste dont les actions entravent les efforts en cours. Le gouvernement du Mali, pour sa part, assumera pleinement sa part de responsabilité dans le cadre du nouveau mandat et travaille déjà avec la MINUSMA en vue de parvenir très rapidement à une vision commune de la mise en œuvre de l'accord à travers l'élaboration d'indicateurs mesurables, benchmarks. Je voudrais à cet égard me réjouir de l'identité de vue dégagée ce matin à l'occasion de la réunion de haut niveau sur le Mali entre tous les acteurs sur l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de l'accord et de paix. Et surtout, l'impérieuse nécessité de corriger les lacunes qui subsistent en termes de capacité opérationnelle de la MINUSMA. Je ne saurais clore ce chapitre sans renouveler ici les sincères remerciements et la profonde gratitude du peuple du Mali à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à ses États membres pour leur appui multiforme et constant au processus de paix au Mali depuis janvier 2012. Je m'incline au nom de la nation malienne reconnaissante devant la mémoire de toutes les victimes, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères, tombées sur le champ d'honneur au Mali pour la défense de la dignité humaine, de la liberté et de la démocratie. Monsieur le Président, il est difficile d'envisager l'éradication de la pauvreté et de tenir notre promesse de ne laisser personne pour compte, dans le contexte où les conflits armés deviennent une nouvelle normalité. La multiplication d'attentats perpétrés à travers le monde rappelle à suffisance qu'aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Aucun. Et aucune cause ne saurait justifier la violence délibérée contre les populations civiles innocentes. Le Mali, qui a connu et continue malheureusement de subir les affres du terrorisme, partage et encourage les États membres et les Nations Unies afin de mutualiser leurs efforts pour neutraliser l'hydre du terrorisme et ses avatars que sont Daesh, AQMI, Boko Haram, Ansardine, Moujao, Al-Mourabitoun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Monsieur le Président, la délégation du Mali se réjouit du choix du thème de la présente session intitulée « Les objectifs du développement durable, une nouvelle impulsion pour transformer notre monde ». Première assemblée depuis l'adoption de l'Agenda 2030 par les chefs d'État et de gouvernement. Cette session nous permettra assurément de faire le point d'un an de mise en œuvre en procédant à une analyse approfondie des difficultés enregistrées, et ce, dans l'optique de trouver les meilleures voies et moyens pour assurer l'atteinte des 17 objectifs du développement durable. En effet, les ODD qui s'appuient sur le succès des OMD nous recommandent d'aller plus vite et plus loin si nous voulons mettre fin à toutes les formes de pauvreté et changer considérablement la vie des populations de manière inclusive à l'horizon 2030. Au Mali, nous sommes convaincus de la nécessité d'adopter des stratégies qui renforcent la croissance économique et répondent aux besoins vitaux des populations. Il s'agit, entre autres, de la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, l'éducation, la santé, la protection sociale, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation des femmes, ainsi que l'implication de ces deux couches sociales dans la gestion des questions essentielles concernant le développement socio-économique du pays. C'est dans ce cadre que nous avons adopté une loi sur les quotas, garantissant 30% de postes nominatifs et électifs aux femmes. À l'adoption de cette loi, qui contribuera sans nul doute à améliorer la position des femmes dans les institutions nationales, s'ajoutent d'autres actions non moins importantes, notamment l'élaboration du cadre stratégique pour l'alliance économique et le développement durable, qui porte sur la période 2016-2018. À moyen terme, l'unique référence pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de développement au niveau sectoriel. Monsieur le Président, les changements climatiques constituent l'un des défis majeurs qui affectent la survie et le développement de l'humanité. Pays sahélien par excellence, mon pays, le Mali, subit de plein fouet les effets des changements climatiques. C'est pourquoi la délégation du Mali voudrait saluer la forte mobilisation de la communauté internationale pour l'adoption et la signature de l'accord de Paris sur le climat, qui marque un tournant décisif dans la préservation de l'environnement. À cet égard, je suis particulièrement heureux d'annoncer que le Mali a déposé ce matin même ses instruments de ratification de l'accord de Paris, dont la mise en œuvre permettra, j'en suis convaincu, de sauvegarder notre environnement. Monsieur le Président, plus que jamais aujourd'hui, il est grand temps que la logique des armes et des affrontements meurtriers cède le pas à l'impératif de dialogue en vue de l'instauration d'une paix durable à travers le monde. En Afrique, si des progrès remarquables ont été accomplis dans la promotion de la paix et de la sécurité,
notamment au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire, il n'en demeure pas moins que la situation en Libye et au Sud-Soudan continue d'être une progression majeure. Au Moyen-Orient, nous suivons avec une vive inquiétude l'évolution de la situation en Syrie, en Turquie et en Irak, et réaffirmons notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Sur la question palestinienne qui est au centre des préoccupations des Nations Unies, depuis plus de 70 ans, le Mali réitère son appel à la solution à 2 États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je saisis pour cette occasion pour réitérer la solidarité et le soutien du peuple du Mali et du gouvernement du Mali, au peuple palestinien frère, dans sa lutte légitime pour l'exercice de son droit inaliénable à la souveraineté. Monsieur le Président, je voudrais conclure en rappelant qu'il est de la responsabilité première des dirigeants de ce monde que nous sommes de donner l'impulsion nécessaire pour transformer la planète et garantir aux générations futures un développement durable et inclusif qui les préserverait du fléau de la guerre et de la misère. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants nous attendent impatiemment, scrutant l'horizon avec espoir. Nous n'avons pas le droit de décevoir. À cette fin, le Mali, pour sa part, est déterminé à jouer sa partition, toute sa partition. Vive l'Organisation des Nations Unies au service d'un monde de paix et de justice. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République du Mali de sa déclaration qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du président. C'était les débats dans le cadre de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant.